Le sourire pour vous retrouver. Merci. 200 millions de critiques démarrent. Donc, nous sommes à l'Institut du monde arabe. Donc, Yves Bigot pour TV5 Monde est avec nous. Bonjour, mon cher Yves. Bonjour. Je suis ravi de vous retrouver, comme d'habitude. Alain Gerlache. Bonjour, Guillaume. Bonjour, mon cher Alain, de la RTBF. Et Michel Serruti, qui lui enchaîne, donc de la radio-télévision suisse. Hello. Je remarque que vous n'avez pas mis la cravate. Et Mathieu Dugan, donc de Radio-Canada, qui lui aussi nous a rejoint. Voici le sommaire de cette émission qui est regardée par Philippe Roth au fin fond du Connecticut et que tout le monde nous envie. Son nouvel album, Restez vivant, suscite toujours autant d'enthousiasme. Les places de la tournée éponyme, prévue à partir de juillet 2015, se vendent à une vitesse astronomique. Johnny Hallyday est le sujet de notre premier débat du jour. En 2014, les 2 premières places du box-office français sont occupées par 2 comédies. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu et Superchondriac. Comédies qui cartonnent également ailleurs dans l'espace francophone et au-delà. Nous essaierons de comprendre pourquoi. Franck Guéry s'expose au Centre Pompidou à Paris et fait sensation avec la toute nouvelle fondation Vuitton. L'occasion de parler de l'importance et des controverses autour de l'architecture contemporaine. Et comme chaque semaine, notre tour du monde de l'actualité culturelle francophone, c'est avec le Zap Culture. 200 millions de critiques, c'est parti. Restez vivant, c'est le titre du nouvel album de Johnny Hallyday qui sort ces jours-ci. Johnny a 71 ans et il déclarait dans un entretien récent et d'excellente qualité à nos confrères de Télérama « Je ne veux pas, surtout pas, être catalogué comme chanteur de variété. C'est tout ce que je ne suis pas. » Avant d'essayer de comprendre ce qu'il est, justement, Johnny, pour les Français et pour le public francophone, je vous propose d'écouter un extrait de ce dernier album qui d'ailleurs est fort bon, qui s'appelle « Restez vivant ». Regardez tomber la pluie. Écoutez le souffle du vent. Acceptez de ne pas comprendre le pourquoi des choses. Devoir continuer à vivre comme avant. Seul, s'endormir seul, en gardant une place auprès de soi. Oui, seul, respirer seul et sentir les battements de son cœur. Ne rien demander de plus. Se laisser porter par le temps. Oser regarder devant soi malgré tout. Trouver le courage qui vous manque. Seul, prier tout seul et chercher la flamme qui brûle en soi. Seul, avancer seul vers un futur qu'on ne connaît pas. Qu'on ne connaît pas. Yves, c'est vous, le docteur S. Johnny. Alors, quand il dit c'est exactement dans Télérama ce que je ne suis pas, qu'est-il exactement? Un Elvis Presley français,
Je laisse le 1 et le 3 points d'interrogation parce qu'on ne sait pas au fond. Et ni un Cliff Richard, hein, pour prendre ce qui était à l'époque l'équivalent anglais. Non, c'est un phénomène exclusivement français, Johnny Hallyday. Il n'y a pas d'équivalent, il n'y en a pas au Canada non plus. Et d'ailleurs, comme il dit, rester vivant, c'est ça qu'il a réussi par rapport à Elvis, qui lui est mort à 47 ans, Johnny en a 71, et par rapport à Cliff Richard, qui est toujours vivant. Mais dans quel état ? Et qui ne compte plus. Surtout. Alors que Johnny, aujourd'hui, à 71 ans, on est en train d'en parler devant 257 millions de foyers dans le monde. Pourquoi ? Parce qu'il va vendre vraisemblablement peu ou prou encore 1 million d'albums. Voilà. Mais donc, il réussit à créer l'événement et avec cette espèce de, ce qu'il dit très bien dans cette très bonne interview de Télérama, une espèce de solennité, il y a une gravité autour du personnage de Johnny. C'est d'une certaine façon en ça qui ne peut pas être de la variété, même s'il a chanté de la variété italienne, de la variété française. Mais ça n'est plus aujourd'hui tellement sa musique qui est rock, c'est lui, c'est son parcours absolument incroyable. Et malgré tout, je dois dire, au nom du rock, pour m'auto-citer, c'est que le meilleur morceau que Johnny a jamais enregistré, à mon goût, c'est sa version de Blue Suede Shoes sur une compilation qui était dédiée à Sun Records, où il côtoie Bob Dylan, Robert Plant et Jimmy Page, Elton John, Paul McCartney, etc. Grande question qu'on va se poser ensemble, tous les quatre, et il faut y aller franchement, c'est en gros un débat, ce qui est d'ailleurs amusant que cette interview soit dans Télérama, parce que Télérama, Libération, les autres journaux, un album sur deux, il l'incendie, et l'album d'après, il le porte au nu. Il y a une sorte d'incohérence de la presse depuis des années à l'égard d'Hallyday qui est quand même phénoménale. Donc il y a deux choses. Il fait aussi des mauvais albums. Oui, non, mais est-ce qu'il est une partie de la légende du rock'n'roll, ou est-ce qu'il est celui qui a prostitué le rock'n'roll en le transformant en variété, même s'il déteste qu'on dise ça aujourd'hui ? Michel. J'ai l'impression, quand on pose une question comme celle-là, qu'elle est formidablement sentencieuse. C'est-à-dire que... Il a été résident suisse. Hein. Oui, il l'est toujours d'ailleurs, à ma connaissance. Oui, c'est ça qu'il est génial, parce qu'il est un peu belge, il est résident. Notre résident, helvète, il est français. Mais répondez, il manque Michel. Non, mais je réponds à votre question. Répondons à la question qui est importante, parce que c'est une question qui est posée. On ne peut pas réduire, en même temps, je trouve ça formidablement, je sais pas moi, incroyable de réduire Johnny au rock. Johnny, c'est pas le rock. On ne peut pas dire il a dévoyé le rock à lui tout seul ou il incarne le rock à lui tout seul. Il y a plein d'autres, il y a des milliers d'autres exemples, des centaines d'autres exemples de rockers ou de groupes de rock qui sont plus important dans l'histoire du rock que Johnny l'est à l'échelle mondiale. Bien sûr qu'en France et dans la francophonie, en Belgique ou en Suisse aussi, où il a un fan club invraisemblable, il a une importance. Mais de là à vouloir l'associer à l'histoire du rock tout court, moi j'y mettrais un petit bémol quand même. Ce type est génial, pourquoi ? Parce qu'il est resté lui-même tout au long de sa vie, avec ses écarts, avec ses réussites, avec ses échecs. On a l'impression qu'il a lu un bouquin de marketing, alors que c'est certainement pas le cas. Mais enfin, il fait tout juste. Il est lui, il suit son chemin, il s'en fout de ce qu'on dit, qu'il fasse bien, qu'il fasse pas bien, que la critique soit bonne, que la critique soit négative. Moi, je vais mon bonhomme de chemin. Effectivement, sur la durée, la longévité, en plus, ça lui donne une crédibilité formidable. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce qu'on a peut-être pu, ce dont on a pu se gausser à une certaine époque, on a tendance à l'ériger en véritable réussite, parce que il est en téflon. Hein. Absolument, il déroge pas. Il y va, il fait son bonhomme de chemin. Il a raison, le dernier album est bon. Il est sur sa Harley, et puis il traverse, et puis le reste, écoutez les gars, je m'en fiche. Magnifique. Ouais. Monsieur Smet. Mais chez nous, évidemment, il est vécu comme une sorte de Belge qui a réussi en France. Hein. Il y a une scène assez émouvante qui s'est produite il y a quelque temps à Los Angeles. J'y étais pas, mais j'ai lu ce qu'en disaient les journaux. Il est allé voir un concert de Stromae avec ses filles, qui sont des fans de Stromae. Et Stromae a dit à l'issue du concert, avec beaucoup d'humilité, je dis respect à Johnny Hallyday. Faire des albums qui marchent comme les miens, c'est cool, mais faire une carrière à la Johnny, c'est autre chose. Et je pense qu'il résume parfaitement ça. Tout est dit. Tout est dit. Alors, Alain, ce dont vous pouvez témoigner, c'est qu'en Belgique, le nombre de sosies évidemment, j'allais en parler. Est incroyable. Il y a non seulement plein de sosies, mais il y a aussi des concours de sosie. Et le sosie le plus reconnu, qui termine généralement premier, qui a tourné dans des films, on le voit dans des émissions, il s'appelle Johnny Cadillac. Et rien que ce nom. Johnny Cadillac. Johnny Cadillac, le sosie numéro 1 de Johnny en Belgique. Mais tout est dit, et le nom est parfaitement bien choisi, évidemment. Mathieu, est-ce que le Québec prend Johnny pour un grand artiste ? Je pense que la folie de Johnny, telle qu'elle est vécue ici, et pas seulement en France, je pense que c'est la Suisse, c'est la Belgique, c'est la même chose,
elle n'est pas du tout la même au Québec. Johnny, en fait, c'est une curiosité. Nous, on trouve ça toujours très drôle de voir que les Français vont l'associer au rock, quand nous, les artistes rock qui ont monté en même temps, par exemple, que Johnny, ne sont pas du tout comme ça. Et la proximité qu'on a avec le rock américain, ça nous fait toujours un peu sourire de voir qu'on compare Johnny à quelqu'un de rock. Vous l'avez très bien dit, c'est sa vie qui est rock. On a une expression au Québec, nous, pour dire quelqu'un dont la vie a été très difficile, on dit être barouetté. Ça vient de brouette. Quand on est une brouette, ça bouge. C'est chaotique. Et c'est chaotique. Et la vie de Johnny, il a été barouetté. C'est quelqu'un... il n'a pas connu ses parents, ou quand il les a connus, c'était des trucs tragiques. Il a vu son père à peine dans sa vie et il était seul à l'enterrement de son père. Il faut quand même se mettre à sa place. Et il a réussi, au travers de toutes ces épreuves-là, à produire et tout ça. Mais ça demeure quand même une curiosité. Je me souviens, en 2012, à Québec, il était au Festival d'été de Québec. C'était un spectacle qui avait quand même marché. Il y a eu quand même 40 000 personnes sur une grande scène extérieure. Mais quand on regardait les vrais fans de Johnny, c'était un petit groupe qui était au milieu qui vraiment criait très fort et les autres étaient là pour voir cette image-là. Et le lendemain ou 2 jours auparavant, il y avait eu Bon Jovi qui était de passage et là, il y a eu 80 000 personnes. Alors, c'est de vous dire que c'est pas le même poids que Johnny a au Québec que ce qu'il peut avoir, par exemple, ici, mais on reconnaît quand même l'immense talent et surtout cette faculté qu'il a eue d'avoir su durer. Oui. Ma vie a été un tunnel de souffrance où je ne me sentais pas toujours en accord avec moi-même, je cite Télérama, vivant au jour le jour, tenaillé par la peur du lendemain. Et donc cette petite phrase magnifique qui est du Johnny tout craché, être Johnny Hallyday, c'est un métier. Évidemment, il y a plusieurs choses qu'on peut remarquer, que j'ajouterai modestement à ce que vous dites. D'abord, une voix incroyable, car plus on voit son physique, j'allais dire shrink, comme on dit en anglais, bien que nous soyons francophones, se rétrécir et se rissoler aussi. Et plus on voit que la voix est totalement intacte. D'ailleurs, vous posez des questions à des chanteurs qui doivent chanter avec Hallyday, ils ont toujours un problème monumental parce qu'ils savent qu'à un moment, il va faire semblant de chanter avec eux, puis tout d'un coup, il va décoller comme l'Everest et ils vont rester en plan par terre. Donc ça, il a grandi à l'opéra. Il faut dire que très jeune, il était à l'Opéra de Londres avec des demi-sœurs. Et ce n'est pas parce que... La pomme tombe pas loin de l'arbre. Et ce n'est pas parce que Yves est notre chef à tous, qu'il y a une chose où je le rejoins parfaitement, il a quand même un sens pour un Français, justement, inouï du blues rock. C'est-à-dire d'une forme particulière de rock qu'il a illustré avec Gabriel, avec toute la musique, etc. etc. C'est un truc de blues rock qui sent parfaitement. Et je vais donner, après vous conclurez tous les quatre, un souvenir particulier justement de ce qu'il disait en disant que ma vie était un tunnel de souffrance. Il se trouve que je l'ai découvert une fois à New York, j'étais en vacances avec mes enfants. Il était installé sur un bateau. J'avais entendu une rumeur dans la ville, on me dit Johnny est là, ça lui ferait plaisir si tu passais le voir. Il vivait seul, sur une sorte de bateau de 30 mètres, sur un quai du downtown, au pied des Twin Towers qui n'avaient pas encore explosé. Il était seul. Plus personne n'en voulait, c'est un truc vrai. Enfin, dans l'histoire de la discographie, il avait des problèmes de dette, il avait des problèmes de maison de disques. Il était seul sur son bateau avec son préparateur physique sur un quai à New York. Donc ça donne l'image quand même de cette vie dont vous allez nous rappeler l'expression. Il a été barouetté. C'est-à-dire cette superstar française toute seule sur son bateau. Mais Guillaume, c'est plus profond que ça. Je pense que Johnny, il est seul métaphysiquement depuis le début. Et il s'ennuie et tout un peu le côté jobardise et toutes les bonnes histoires de Johnny que tout le monde se raconte, dont une partie sont vraies, les autres apocryphes, mais beaucoup sont vraies. Ça vient de ça, c'est qu'il s'ennuie. Le père, Mathieu a raison, le père, rôle très important. Bien sûr, et il s'ennuie tous les jours de sa vie. C'est pour ça qu'il passe ses journées à regarder des films gore, etc. Même quand il est très entouré, c'est un mec, il est né seul. Et pour rebondir sur ce que dit Yves, je pense que le public sent ça. Et du coup, ils sont proches également. Et ce qui fait le succès qu'il peut avoir, parce qu'il y a une relation osmotique entre son public et lui, en plus du fait qu'indépendamment de rock ou pas, on n'est pas là, c'est un artiste dans sa vie. Et puis sur scène aussi. Le gars, quand il donne des concerts, il les donne. Et puis il a des musiciens qui savent jouer. Et puis voilà, ça balance, quoi. Donc, ouais, hommage à lui, quoi. Vraiment, chapeau.
Les tweets, un tweet d'Hugo qui s'étonne que Johnny sorte encore un nouvel album alors qu'écrit-il, ça fait 15 ans que le chanteur nous annonce qu'il fait sa tournée d'adieu. Puis en voici un de Rock'n'Roll Man, un fan de l'idole. Johnny a choisi la puissance des mots pour un album exceptionnel avec une voix au sommet de ses plus belles mélodies. On termine avec un tweet de Patrick Simonin que bien évidemment vous connaissez bien tous sur l'antenne de TV5 Monde. Fan de Johnny Hallyday, présentateur de l'invité sur TV5. Bien évidemment, pour 200 millions de critiques, vous participez à notre site internet et vous pouvez nous adresser tous les tweets que vous le souhaitez. Ça nous fait extrêmement plaisir à chacun d'entre vous. Je vous remonte cet album. On parle de blues, on parle de Johnny et il pleut sur Paris. Et il pleut sur Paris. Voilà, qui sort le 17 novembre prochain. Merci mon cher Yves. On se retrouve évidemment dans une prochaine émission de 200 millions de critiques. En France, les 2 premières places du box-office 2014, deuxième sujet, sont occupées par 2 comédies. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, que vous connaissez, et Superchondriac, de et avec Danny Boone. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, de Philippe de Chauvron, avec Chantal Lobby et Christian Clavier, qui a aussi fait un carton plein d'ailleurs en Suisse, en Belgique et au Canada. Je vous propose de voir ou de revoir un extrait de cette comédie avant de tenter de comprendre ce qui se passe dans ce phénomène, qui est un phénomène, je ne dis pas francophone, mais disons qui est un phénomène bien français. Et comment s'appelle l'heureux élu? Chao Pierre Paul Ling, Rachid Abdul Mohamed Benassem, David Maurice Isaac Benichou. Tout le monde sourit. J'en vois deux qui sourient pas, là. Bougeons plus. Si on les invitait à Noël? Comment ça, on va passer Noël chez tes parents? On évite tous les sujets qui fâchent. Hein. Israël, le Dalai Lama, la burqa. Il y aura Jackie Chan et Arafat? Il y aura Kadhafi, Enrico Macias. Dis pas qu'il y aura Bruce Lee et Popek. Surtout, pas un mot sur l'équipe de France de foot. Et si quelqu'un balance un cliché sur les juifs, tu laisses couler. Si quelqu'un fait l'amalgame entre immigration et délinquance, toi, tu dis rien. Et s'il y en a un qui balance une vanne sur les Chinois, je fais quoi? Bah, tu souris. Je fais le chinois, quoi, en fait. Ah, le noix. Suce-boule en chef, quoi. Je pensais à votre petite dernière. Elle se mariera peut-être avec un catholique. Je vais me marier. Il est catholique? Oui. On se réjouit. 10 minutes de retard, on est au moins sûr d'une chose, c'est pas un chinois. Hein. Oh. C'est voiturier. Je vous présente Charles. Hey, 3 métèques plus un noir, pour tes parents, c'est Fukushima. Les Français sont mauvais et bêtes. Si j'entends le moindre propos raciste à l'égard des Noirs, je les parle. Il s'incruste à 400 et il veut rien payer à Mindada. Tu peux être cool pour une fois. Tu m'as pris pour l'oncle Benz. Ils vont nous faire de splendides métis. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, Claude? On est dans le noir complet. Voilà pour l'extrait de ce film, donc 12 millions d'entrées dans les salles en France, un succès dans tout l'espace francophone et même des interrogations dans les colonnes récentes de notre confrère Libération qui confrontaient ceux qui défendent ce type de comédie bien française et d'autres qui souhaiteraient que le genre de la comédie évolue comme il évolue un petit peu aux États-Unis. Votre point de vue, Estelle? Parce que vous avez rejoint. Bonjour. Salut. Bonjour à tous. Eh bien, je vais encore avoir l'air de la snob de service, mais c'est vrai que c'est vraiment la comédie franchouillarde et je comprends qu'elle puisse plaire. Hong Kong vient de la racheter quand même et c'est Frédéric Shaw, celui qui joue le genre asiatique, va aller défendre le film à Hong Kong. Donc il y a un vrai succès, les Allemands adorent, il y a des millions de personnes qui adorent. Moi j'avoue, je trouve ça extrêmement cliché, extrêmement consensuel. Mais est-ce que c'est pas justement parce que ça fonctionne sur des clichés que ça marche? Je pense que oui. Mais après, moi je trouve dommage, moi j'aime beaucoup OSS 117. Ouais. Voilà, ça c'est drôle. Là, on est dans la dérision, on n'est pas dans le voilà, cliché. on est dans la dérision. En fait, je pense que effectivement, le cliché fonctionne mieux. C'est-à-dire que là, tout le monde se dit oh, oui, on est un petit peu raciste, ah oui, c'est un peu drôle, oui, c'est drôle, donc on rit ensemble. Et bon, je sais, voilà, j'ai l'air encore stop comme avec Lucie. Mais il faut raconter quand même l'argument du film pour ceux. C'est un film qui a eu un succès énorme. Racontons l'argument du film. C'est un film avec une famille, donc Clavier et Lobby, et puis au fur et à mesure des mariages, catholique de province. Oui, voilà, c'est ça. Il faut très franchouillard. Voilà, et donc arrivent asiatiques, arabes, noirs, etc. dans la famille, et donc les Français, j'allais dire, je ne qualifierais pas de base, de souche, de ce que vous voulez, sont confrontés justement au monde contemporain, dans celui dans lequel on vit, et c'est ce choc, puisque choc, il y a d'après eux qui fabrique le succès du film. Alain. C'est un énorme succès en Belgique, évidemment.
Et ce sont en général les films français qui marchent le mieux chez nous, ce sont les comédies, mais vous l'avez dit, c'est aussi le cas dans d'autres pays. C'est un énorme succès en Allemagne, par exemple. Oui. Hein. Bon, ça vaut la peine. d'entrée, Ça vaut la peine les Allemands d'être souligné. adorent. Alors moi, je ne trouve pas ça du tout franchouillard, parce que quand on regarde la France d'aujourd'hui, quand on regarde certaines poussées xénophobes, quand on regarde certaines allergies aux évolutions de la société, etc., on a vu quand même pas mal de manifestations dans des sens divers. Moi, je ne trouve pas que ce film soit consensuel. Je trouve au contraire qu'il milite d'une façon assez finalement subtile, mais en même temps accessible à tous, pour une société plus ouverte, plus tolérante, plus amicale, où on peut dépasser les clivages. Et donc, moi, je trouve ça plutôt rassurant que, ce qui est que ça malin, marche. c'est que- Et moi, personnellement, ce film ne m'a pas dérangé. Alain, faisons simple. Oui. Si on est raciste et qu'on regarde le film, on se met à la place de Clavier et de Oui. Lobby. Et si on n'est pas raciste, ce qui permet de faire encore plus d'entrées, on se met à la place des enfants et de ceux qui rentrent dans la Mais famille. non, c'est pas, Donc parce ça qu'un s'adresse à film- tout le non, mais monde. c'est pas parce qu'un film marche auprès du grand public que nécessairement il est mauvais, et même s'il a des bonnes intentions. Mais c'est pas qu'il est mauvais, mais ce que je lui reproche, c'est d'être trop consensuel et même d'être toujours de dire on est tous un tout petit peu racistes et c'est pas grave. Et, non, mais voilà, et je trouve que Oui, ça mais va les gens pas assez évoluent loin. pendant ce film. Mais on en met peut-être trop sur sur les épaules de ces comédies-là, parce qu'on a l'impression que, bon, ça représente la France et que c'est ça, la comédie en France. Moi, je regrette, mais je suis pas en France. Et j'ai découvert des comédies françaises absolument géniales qui sont pas dans ce registre-là. Moi, je pense, quand j'ai vu la première fois Des Nouvelles du Bon Dieu, film milieu des années 90 de Didier Lepêcheur avec Marie Trintignant notamment, qui est un film extraordinaire, qui est une comédie. C'est magnifique. Bernie aussi, avec Albert Dupontel. Ou Neuf mois ferme. Ça, non, mais c'est ça, mais je c'est trouve ça que drôle. pourquoi devrait-on réduire la comédie française à ça? Oui, il y a des grosses comédies. Comme aux États-Unis, il y a Meet the Fuckers, où on retrouve justement Bien ces sûr, espèces ouais. d'archétypes, ces espèces de grands archétypes-là. Et ça, Mais à côté de ça, on a des trucs qui sont plus, qui sont plus acides. Des blockbusters, il y en aura toujours. Et réduire la comédie française à ça, je trouve que c'est un peu court. La réflexion sur ça, du Cornio jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours de considérer que c'est ça qui accède au très très grand public et que même s'il y a une partie du cinéma français qui, même dans le registre comique, est différent, plus ironique, plus inventif, plus tout ce que vous voulez, il n'accède jamais au très grand public. Alors évidemment, la réponse qu'on peut faire à ça, c'est de dire, ben oui, le grand public aime ce qui plaît au grand public et ceux qui préfèrent des choses un peu plus sophistiquées ou différentes vont vers un autre cinéma. Oui, mais faut Et pas on va pas oublier- transvaser de l'un à l'autre. Mais n'oublions pas que quelqu'un comme Louis de Vous Funès oubliez- a longtemps été snobé Évidemment, par ça a été la même les grands, c'est le cas d'école, ouais. qui a été snobé par une certaine intelligentsia. vrai. Et il est rentré dans les mœurs. Là, on lui rend hommage et on trouve qu'il y avait quelque chose qui dépassait Mais- l'espèce d'anecdote. Peut-être que ça va faire la même chose Les aussi avec bronzés, le Père Noël est une ordure, Ouais. ça, je trouve ça plus drôle, je trouve ça plus imaginatif, je trouve ça plus corrosif que qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Voilà, les dialogues, vous les trouvez Mais extrêmement drôles. Il y a 3 ou dans 4 ce- répliques qui sont marrantes, mais Dans sinon, ce petit c'est ça qui est dossier de étonnant. Libération, j'apporterai un petit bémol pour que nous avancions tous ensemble. C'est qu'en fait, que ce soit De Funès ou ça, en gros, la comédie française grand public, Le Cornio ou les films de Ch'tis. Funès, les ch'tis sont tous des trucs qui reposent sur des phénomènes de société. Oui. L'avare avec Clairement. De Funès, les ch'tis avec Danny Boone, tout ça sur les problèmes de relations entre les différentes communautés. Un problème de société, un film. Alors que les Américains et les autres, ils sont la partie de Peter Sellers, par exemple, qui est un grand film. Ça repose sur le non-sens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de journalisme, il n'y a rien de logique dans la partie de Peter Sellers. C'est un dingo déguisé en hindou qui fout en l'air une baraque et une soirée. Mais ça, c'est pas notre humour. Enfin, je dis pas que c'est. Moi, j'adore Pas Peter celui Sellers. du grand public. Mais c'est pas l'humour du grand public français. Il faut bien qu'il y ait une base culturelle commune. Alors ça, je suis obligé de vous contredire. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Non, ça n'a pas été un succès en Suisse. Ouais. Non, Non, pas possible. Si, je Les vous le dis. réfractaires. Non, je sais pas que c'est réfractaire, j'ai regardé les chiffres. Alors, évidemment, la Suisse, moi, j'ai pas les chiffres Les pour la... Suisses, Et superchondriaque, ça va. Alors, voilà le Voilà cliché. le cliché Ah, raciste, attendez, ça va. le cliché raciste du Québec. petit Mathieu? Superchondriaque non plus. Les Suisses rient peu. Les ch'tis, ça a marché, les ch'tis. Les ch'tis, un peu mieux, oui. Mais pour vous donner une idée, dans le top 50 des films les plus regardés au box-office en Suisse, intéressant, ça. il y en a peut-être 5 de films français. Le deuxième, c'est Intouchable. Intouchable a connu un succès
invraisemblable en Suisse aussi, partout dans le monde, mais en Suisse aussi. Est-ce que ça marche au Canada? Intouchable, grand succès. Évidemment, Bon Dieu, grand succès. Les Ch'tis, grand succès. Les comédies françaises ont toujours bien fonctionné. Hyperchondriaque, J'ai pas les chiffres pour celui-là, mais en général, les comédies françaises fonctionnent bien au Québec, et ça depuis longtemps. Moi, je me souviens, j'étais tout petit, fin 70, début 80, et on avait des rétrospectives Pierre Richard à la télé canadienne. La chèvre! Ouais, la chèvre, le grand blond, tout ça. Moi, je me souviens que j'ai vu ça très jeune et que mes parents, ils adoraient. Alors, ça fait longtemps qu'il y a une tradition de cette grande comédie française-là. Est-ce qu'il faut s'en désoler? Je pense pas. Je pense que c'est un style en soi. Comme il y a eu, à un moment donné, il y avait des opérettes. Bon, les opérettes, ça marchait beaucoup. Il y avait un public qui trouvait ça complètement nul. Puis il y avait un public populaire qui trouvait que c'était génial. Et il y a eu des très bonnes opérettes et il y a eu des opérettes extrêmement moyennes. Je trouve ça juste surprenant. C'est vrai qu'au niveau des répliques, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus drôle. Mais la famille Benetton, c'est dans le film. Bon, et quand Christian Clavier traite sa femme de cateau de gauche parce que subitement elle a des scrupules, bon, ben ça peut faire rire. Moi, je vais vous dire quelque chose. Tant pis, dans une émission culturelle, je vais sans doute casser un tabou, mais je préfère me marrer devant une comédie populaire que de me faire chier devant un film intello. Ah, mais je suis d'accord avec vous, mais Voilà. Mais c'est vrai que peut-être que je suis plus sensible à l'humour de Judas Pato, où là aussi... mais on peut aimer tout à la fois et on peut aussi... Voilà. C'est plus... Ils vont c'est plus loin. plus nonsense. Voilà, j'attends avec impatience le dernier Monty Python. Alors, je serais peut-être déçue, mais ça me fait plus rire de voir un lapin sanguinaire. Je suis un grand fan de l'humour anglo-saxon aussi. Qu'une famille Cato qui parle de mariage. Oui, mais les Monty Python aussi, il faut dire qu'ils sont un peu une anomalie britannique, parce qu'il faut dire que au moment où ils faisaient leur émission, l'émission était presque anonyme. C'était pas si suivi que ça. Et quand ils ont fait le Graal, ils ont été financés par Led Zeppelin puis par Pink Floyd. Sans ça, le film n'aurait jamais vu le jour. Et après, le succès est venu. Alors, il faut quand même remettre ça en contexte et que il va toujours y avoir ce type de truc-là, de dire que c'est bon ou c'est pas bon. Bon, il y en a des meilleures, il y en a des moins bonnes. Les Ch'tis étaient quand même un film fort honorable. On peut dire que bon, il y avait plein de défauts, mais il y a quand même dans le genre quelque chose qui ce n'est pas parce qu'un film est populaire qu'il est nécessairement mauvais. C'est simplement ça que je veux faire passer. Estelle est allergique. It's time to go. Non, je suis pas allergique, je trouve ça me fait pas vraiment. Donc nous avons un lucide, Mr. Suisse. Nous avons une allergique, Miss France. Ce qui est intéressant. Et nous avons deux soutiens de poids dans le registre de la grosse rigolade. Mathieu et Alain. Le fondage de la grosse poilade. Un instant, j'ai dit que j'avais aimé des nouvelles du bon Dieu. Alors, j'ai ma carte Les Inrocks là, avec ça. Vous avez tout à fait raison. Moi aussi, j'ai ma carte, j'espère bien. Attends. Vous avez tout à fait raison. Quand les Monty Python ont été filmés par les rockstars, etc. Et d'ailleurs, à l'enterrement de George Harrison, il y a eu une grande cérémonie au Royal Albert Hall à Londres, parrainée par Eric Clapton et la famille. Donc, ils sont tous venus. Et les Monty Python sont arrivés. Donc, ils étaient déguisés. Les quatre sont arrivés sur scène, comme ça. Ils ont chanté une petite chanson, genre... Ils étaient déguisés en garçons de café. On se demandait ce qu'ils foutaient là, au milieu de toutes les rockstars qui allaient jouer. Et tout d'un coup, ils ont fait... Ils sont tournés et ils sont partis vers le son. Ils avaient le cul nu. Et évidemment, les gens se sont pliés de rigolade face à cette attitude, parce qu'en plus, ils avaient déjà quand même un âge respectable, un peu du genre du mien, donc ce qu'on voyait de dos n'était quand même pas totalement affriolant, il faut bien le dire. Les tweets. On commence avec un tweet de Steven Bellery, journaliste au service culturel de RTL, qui nous annonce que Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu aura une suite en 2016. Ça, c'est un grand classique du cinéma. Hein. Vous faites un truc qui marche, vous en avez le droit à 14. Le deuxième tweet émane du journal français Le Figaro, toujours à propos de la comédie Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, tweet qui informe qu'elle est aussi en tête du box-office allemand en 2014. Et enfin, pour finir, un tweet de François sur le top 4 du box-office français 2014, 100% français. Alors, vous avez donc Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, numéro 1, Superchondriaque, numéro 2, Lucie, numéro 3, et donc arrive sur ce tiercé gagnant Samba. Ce qui est d'ailleurs une étrangeté, parce que le film Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu marche en Allemagne, mais il n'a pas marché en Suisse, y compris en Suisse allemande. C'est assez étonnant, parce que souvent, que ça ne fonctionne pas des deux côtés linguistiques en Suisse, c'est compréhensible, mais que la Suisse allemande ne fonctionne pas au diapason de l'Allemagne, je ne sais pas. Voilà, moment important dans 200 millions de critiques. Vous allez retrouver dans un instant donc le zapping culturel, grâce à Estelle, bien évidemment. Mon cher Alain, vous nous quittez pour une fois.
Vous J'espère que retournez... c'est pas parce que j'ai dit du mal de certains films intellectuels. Pas du tout. Non, ah bon. Dans un instant, nous allons parler d'architecture après le lancement ô combien réussi de la fondation Vuitton, grâce à un architecte américain, donc Frank Gehry. Mais ça nous permettra de réfléchir évidemment à ce qu'est l'architecture dans l'espace francophone. C'est dans une seconde, nous serons avec Jacques Lang. Alain nous quitte. Voici ce zapping. Chut. La France de 1914 est un pays qui chante, à l'atelier, dans les champs, jusque dans les tranchées. Une production démentielle, parfois tirée à 2 millions d'exemplaires. L'un des plus grands succès, c'est une chanson, paroles et musique Vincent Scotto, qui s'appelle Le cri du poilu. C'est pas une chanson très élégante, hein. Ça dit qu'est-ce qu'il lui faut aux soldats? Une femme, une femme. 6 popotins en tulle rose qui frétillent sur des gestuels d'un humour décapant. Particularité, ces 6 popotins-là appartiennent tous à des garçons. 40 ans. 40 ans que Charles Morgan joue avec les symboles helvétiques, rivalise d'imagination pour créer des machines fantastiques, magiques. Je suis bijoutier de formation, c'est de la grosse bijouterie, mécanique, électromécanique. Vous contrôlez votre métabolisme? Oui. Je peux aussi contrôler le courant électrique et les champs magnétiques. Et même le box-office international, avec plus de 52 millions de spectateurs étrangers. La sortie d'un album de Largo Winch est une bonne nouvelle pour Dupuis. La série est de loin la plus vendue par l'éditeur de Marcinelle. Le premier tirage en français sera de 300 000 exemplaires, moyenne des ventes de Largo. C'est un héros qui va bientôt avoir 25 ans, donc on est effectivement dans les défis de maintenir ce héros toujours aussi moderne. Jean-Jacques Rousseau n'a cessé d'être décalé. Dans ses films, il tournait avec des acteurs non professionnels et sans aucun moyen financier. Et le résultat est plutôt surprenant. L'assassin favori du monde du jeu vidéo est de retour. Et cette fois, il est en pleine révolution française. La méga-production de plusieurs dizaines de millions de dollars est digne d'Hollywood. Auparavant, on avait à peu près, 200 personnes à l'écran en même temps. Aujourd'hui, on en a plus que 5000. Dinan s'est transformé hier en Sax in the City à l'occasion de l'anniversaire du créateur Adolphe Sax. Les 200 saxophonistes réunis pour célébrer les 200 ans jour pour jour après la naissance de l'inventeur. Sa ville natale Dinan l'a fait renaître. C'est le coup d'envoi de la tournée Star 80. 17 chanteurs qui remplissent les plus grandes salles de concert de France. Est-ce que vous avez des conseils à donner aux jeunes auteurs? Jamais, 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 jamais penser à la publication pendant qu'on écrit. Le plus grand danger d'un écrivain, c'est de vouloir plaire. C'est vrai que c'est pas parce qu'on est célèbre qu'on est tout à coup heureux. C'est totalement pas. C'est rare pour un musicien belge. Célassou a déjà une bonne assise aux États-Unis et elle compte poursuivre à la conquête de l'Amérique. 1968, Manitas de Plata est au sommet de sa gloire. Il parcourt le monde et donne des concerts dans les plus grandes salles de la planète. Ses amis s'appellent Salvatore Dali ou encore Pablo Picasso. C'est tellement génial de pouvoir rencontrer des gens d'horizons différents. Des fois, vous ne parlez même pas la même langue. Dans Halo, il y a de la poésie, de la magie, de l'absurde comme d'habitude. Un travail onirique porté par la musique du jeune jazzman Colin Vallon. Perso, j'ai pas très envie de dire au revoir à Halo. C'était donc le zapping culturel de la rédaction de TV5 Monde. Jacques Lang, bonjour, bienvenue. Enfin, bienvenue, vous êtes chez vous, puisque nous sommes à Lima, où on peut découvrir actuellement une magnifique exposition donc, sur le Maroc contemporain. Des expositions sont de plus en plus consacrées, puisque c'est le sujet de notre conversation d'aujourd'hui, aux grands architectes du monde, à leur réalisation. Il y a notamment une grande exposition consacrée à Paris, donc à Beaubourg, à Frank Gehry, ce grand architecte canadien d'origine et qui vit à Los Angeles et qui est responsable, dans le bon sens du terme, donc, du nouveau bâtiment ô combien caractéristique de son œuvre, qui est celui de la Fondation Vuitton à Paris, dans le bois de Boulogne. Une exposition, ou plutôt une fondation, qui a été récemment inaugurée et à laquelle nos confrères de France 2 ont consacré ce sujet. Les deux stars s'appellent Bernard Arnault, propriétaire et président du groupe de luxe LVMH, et ce petit monsieur aux cheveux blancs, Frank Gehry, l'un des architectes les plus demandés au monde. C'est lui le concepteur de ce bâtiment, la Fondation Louis Vuitton.
Une sorte de grand vaisseau blanc, les voiles toutes déployées. Déjà une vedette. Sa fondation d'art contemporain borde désormais le bois de Boulogne, à l'orée de la capitale. Pour arriver à de telles formes, l'architecte Frank Gehry utilise des plaques de verre ou d'acier comme pour sa célébrissime fondation Guggenheim à Bilbao en Espagne. Mais ici, la transparence est de mise. La principale chose pour moi, c'est l'espace entre le verre à l'extérieur et le bâtiment. C'est une façade vivante, on peut y mettre des choses à l'intérieur. Au brouhaha de la foule, succède le silence dans les salles d'exposition. Ici, une promenade entre des colonnes lumineuses, une œuvre commandée à un artiste danois. Là, une installation d'objets de chantier, mise en place par une Américaine. Ici encore cet étrange jeu d'échecs, imaginé par une scénographe française. Mais une curieuse impression de vide se dégage de la visite. Pour l'instant, ce que l'on veut, c'est montrer l'immeuble. Donc on ne veut pas mettre beaucoup d'œuvres, justement pour que le public puisse prendre connaissance de l'immeuble, puisse se promener dans l'immeuble de manière assez libre. C'est donc l'an prochain que l'ensemble des pièces de la collection privée devrait prendre place, et à l'image de cette grande statue de polyester, occuper tout l'espace. Voilà, donc pour l'inauguration de cette fondation Vuitton-Jacques Lang, beaucoup de bâtiments importants ont été notamment érigés sous, non pas votre responsabilité, mais à un moment où vous joueriez un rôle public encore plus important qu'aujourd'hui, avec François Mitterrand, la Villette, Orsay, etc., etc., même si ça a été voulu par Valéry Giscard d'Estaing aussi. Est-ce que nous sommes un pays rétif à l'architecture, ou est-ce que dans l'espace francophone, contrairement à l'espace anglo-saxon, finalement on aurait quand même un problème avec l'architecture contemporaine ? Mitterrand et moi-même avons, j'ose parler de François Mitterrand au présent, il est toujours là, une passion pour l'architecture, une passion pour les villes, une passion pour la construction. Et en effet, sous sa présidence, nous avons pu construire à Paris, dans toutes les villes de France, et faire surgir de nouvelles générations. Oui, mais des grands monuments, pas de l'architecture privée, pas des quartiers de Paris, de Toulouse. Enfin, à Toulouse, il y a eu des quartiers qui ont été rénovés. Oui, il y a eu des monuments, moins que ceux dont on parle à l'instant, mais il y a eu 200 musées de rénovés, plusieurs centaines de bibliothèques transformées ou construites. Mais là où vous avez raison, je l'ai toujours été moi-même très sceptique sur ce plan-là, enfin très sceptique à l'égard des politiques menées, c'est que les gouvernements de France ont généralement été trop insensibles ou pas assez attachés à l'habitat, à l'urbanisme. Aujourd'hui encore. On sent bien que sur Paris, c'est compliqué. Dès qu'on parle de tours, dès qu'on veut faire des grands gestes architecturaux, c'est tendu. Non mais écoutez, pardon, on n'a pas à se plaindre que ce soit compliqué. Mais il faut des dirigeants de l'État, des dirigeants des villes, qui aient une vision, une ambition. Croyez-vous que ça a été simple lorsque nous avons décidé de faire appel à Paye et de lui faire construire la pyramide du Louvre. Ça a été 2 ans, 3 ans de polémique. Et nous avons tenu bon parce que nous étions... Vous voyez, Estelle, regardez. On voit bien que les Parisiens ont un peu du mal à lâcher prise dès que les responsables politiques assument pleinement leur choix s'ils ont une conception. Je vous présente Michel Cerruti. Bonjour. Je vais essayer d'internationaliser. Le Cervin, donc c'est une tour en lui-même. Alias le Cervin. Alors. Je vais essayer d'internationaliser la chose. Tout d'abord, je ne crois pas que ce soit... Ici, on a un goût du patrimoine. Oui, mais je ne crois pas que ce soit spécifiquement français. Oui. Je crois que c'est plus spécifique simplement aux régions qui ont un patrimoine bâti qui remonte à loin en arrière. C'est vrai que pour beaucoup de pays anglo-saxons, de villes anglo-saxonnes, sont des villes qui sont construites relativement récemment. Il n'y a pas le même rapport au passé, d'ailleurs pas simplement en architecture. Donc c'est aussi plus simple d'accepter des choses qui sont nouvelles. En Suisse, on a d'une certaine manière un peu le même problème. On a voulu construire une tour de je ne sais plus combien d'étages en plein centre-ville à Lausanne. Ça a été refusé en votation populaire. Et le problème que vous mentionnez tout à l'heure, on va s'écarter un peu du sujet, mais je pense qu'il est celui-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les politiques réfléchissent avant tout, ou souvent, à leur réélection, et pas véritablement à vouloir implanter une vision à long terme. Donc c'est compliqué de lier les deux choses.
Mais au départ, j'imagine, pour moi, c'est comme ça que je le comprends, qu'il y a la force simplement, bon, on le voit ici autour, d'un bâti, d'un passé culturel dans l'architecture, et puis on a de la peine à s'en défaire et à l'oublier. Souvenons-vous, pour les voir de nouveau. 200 millions de critiques est une émission qui a de la mémoire, et après, donc, notre ami Mathieu va enchaîner. Ce qui s'est passé avec la Tour Eiffel, ce qui s'est passé avec Haussmann, pour tous ceux, et la plupart des poètes romantiques les plus célèbres, se battaient contre le Paris, pas celui qui est ici, puisque c'est un Paris plus ancien, mais contre le Paris des quartiers bourgeois classiques, qui ont été rénovés pour des raisons quasiment militaires, pour lutter contre les insurrections populaires. Alors, est-ce que chez vous, au Québec, vous avez le même type de problème? Bien, je dirais qu'au Québec, on a un traumatisme face à l'architecture. Et ce traumatisme-là, d'ailleurs, c'est un traumatisme très français. Et il a un nom, Roger Taillibert, qui a fait le Stade olympique pour les Jeux olympiques de 1976. Personnellement, je trouve que c'est un magnifique ouvrage. La manière dont il est intégré dans son quartier, c'est une autre chose. Mais c'est un ouvrage qui a été extrêmement... Ça a coûté cher, c'est 1,5 milliard de dollars, tout l'ensemble avec le Vélodrome. Et on l'a payé 30 ans plus tard. C'est extrêmement long. Et ça a développé une espèce de frilosité, en tout cas au Québec, au Canada, peut-être un peu moins, ça se dégèle un peu, mais au Québec, l'architecture, et on vous envie, parce que moi, je vous regarde parler là, de ces grands ouvrages-là qui sont commandés par les présidents, et c'est quand même, vous êtes ailleurs, parce que vous en avez du patrimoine, et moi, je remonterais peut-être même jusqu'au centre Pompidou dans les années 70. 77. Il y avait un clash avec, il y avait un choc avec le quartier, au Québec, on a encore de la difficulté à accepter que l'architecture puisse être quelque chose qui va entrer en compétition avec le patrimoine bâti tel qu'il est fait. Cela dit, les star architectes tels qu'ils existent aujourd'hui, il y a bien des gens qui contestent ça parce que ce sont des œuvres qui se suffisent à elles-mêmes, qui souvent ne sont pas du tout intégrées dans le paysage. Donc, d'une part, on a ce paysage-là qui est dominé par les... C'est en train de changer. Mais de plus en plus, les gens demandent une architecture qui est faite pour les gens, qui va être intelligente, qui va les servir. Alors, je pense qu'on est dans deux types de débats. Quand on parle des star architectes, parfait, faisons-en des trucs qui vont marquer l'architecture d'une ville. Laissons des marques, mais en même temps, il ne faut pas oublier autour de ça qu'il faut qu'il y ait une architecture qui soit proche des gens, qui soit à hauteur d'homme, j'aurais le goût de dire. Et ça, il y a de plus en plus d'architectes qui s'inscrivent dans ces mouvements-là. C'est plus délicat, c'est plus discret. Même parmi les grandes stars françaises. Hein. Pardon? Même parmi les grandes stars de l'architecture française, il y a des gens qui n'ont pas du tout j'allais dire le goût de l'érection permanente. C'est une manière un peu particulière de parler de l'architecture, mais après tout, c'est aussi ça. Des gens qui font des architectures plus complexes, plus tactiles, plus diversifiées. Mais ça dit, j'ai l'impression qu'on est dans une architecture un petit peu à deux vitesses d'ailleurs, parce qu'il y a justement ces grands architectes qui sont mondialement connus. En Suisse, on en a un certain nombre. Vous parlez d'Herzog de Meuron, il y a Peter Zumthor, il y a Mario Botta, il y a Bernard Tchoumi aussi, qui livrent des œuvres qui sont impressionnantes. Et puis en même temps, on a toute une pléiade d'architectes qui sont beaucoup plus concernés par l'urbanisme, qui sont beaucoup plus concernés par l'écologie et qui travaillent à ce stade-là aujourd'hui, alors que ce n'était pas forcément le cas dans les années précédentes. Aujourd'hui, on a vraiment intégré ça, et c'est d'ailleurs ce qui, je ne sais pas si c'est le cas tellement ailleurs, mais pour avoir lu d'autres choses jusqu'à présent, écouté certaines critiques, c'est une des choses qui est mise en avant, cette capacité à avoir des architectes aussi qui peuvent être de format mondial, mais qui travaillent à des réalisations, on va dire, plus modestes et qui sont vraiment insérés dans le paysage et pour lesquels on réfléchit à tout ce qu'il y a autour de l'objet final, ce qui n'a pas été le cas pendant des années. Modeste ne va pas avec Franck Gehry, mais Franck Gehry explique aussi, lui, il se veut un architecte urbaniste. Bon, on sait qu'on le traite d'architecte spectaculaire, ce qu'il n'aime pas du tout, je crois qu'on va en reparler, mais lui aussi, il l'a montré avec Bilbao, il a vraiment intégré le Guggenheim dans la ville, et c'était sa volonté... C'était sa première volonté. Et à chaque fois qu'on lui pose la question de savoir si ça a été son triomphe, il a dit mais pas du tout, puisqu'à partir du moment où j'ai fait ça, le monde entier a trouvé ça génial, et le lendemain, pas un contrat. C'est-à-dire que personne ne voulait faire la chose parce qu'il n'arrivait pas justement à convaincre les populations locales d'accepter des gestes architecturaux spectaculaires. Bon, là, vous avez l'air dubitatif. Il est reparti pour un gouvernement. Non. D'abord, je suis assez d'accord avec ce que vous dites. Je pense que c'est l'avenir. D'un côté, on ne doit pas refuser les gestes architecturaux comme nous avons essayé de le faire avec François Mitterrand, et partout à travers la France. Et nous avons d'ailleurs sollicité aussi les architectes suisses. Absolument. Bernard Tchoumi pour le parc de la Villette, Mario Botta pour la bibliothèque de Villeurbanne, et à l'inverse, Jean Nouvel, qui a créé cet immeuble, a réalisé l'ensemble musical magnifique à Lucerne. Oui, en Suisse. Donc il y a d'un côté... Et la Fondation Cartier à Paris. Et la Fondation Cartier, oui, à Paris.
il y a d'un côté cette architecture monumentale, c'est souhaitable qu'il y ait des gestes forts, puissants, et de l'autre, et c'est là-dessus qu'en France, on n'est peut-être pas assez attentif, comme en Suisse, comme en Allemagne, peut-être comme au Québec. Le quotidien, l'architecture de tous les jours, l'urbanisme, qu'on délaisse parfois et que l'on confie à des fabricants de béton qui ne respectent pas un minimum d'harmonie. Et je pense qu'aujourd'hui, pour la France, le vrai problème, ce serait qu'autour du ministère de la Culture, on regroupe tout ce qui est paysage, urbanisme, logement, pour qu'enfin il y ait un vrai travail, un peu comme en Suisse, plus modeste, mais plus délicat, plus difficile, plus subtil, de la construction des immeubles de chaque jour, les immeubles quotidiens. Qui est aussi lié à une véritable internationalisation. C'est impressionnant de voir combien, à l'intérieur des cabinets d'architecture en Suisse, par exemple, ces lieux sont cosmopolites. Vraiment, il y a des architectes qui viennent de partout. Du monde entier. Et ça apporte une expérience aussi dans la façon dont on gère les tâches. Franck Guéry, sous la direction d'Aurélien Lemonnier et Frédéric Miguerou. Pardonnez-moi, mon cher Jacques Lang, mais je vais l'offrir à Mathieu qui n'a pas eu de cadeau la précédente émission. Être le transmetteur. Ce garçon est très à plein, il faut qu'il reprenne, il a un avion à retourner. Donc, on découvre toutes les maquettes en fait de voilà. Je voudrais montrer les attention, donc à vivre. 2 bouteilles de vin. Voilà. AD, donc un mensuel qu'on trouve dans le monde entier avec des déclinaisons évidemment nationales que voici. Et puis donc, alors ça c'est plus confidentiel, mais quand même une très bonne revue d'architecture qui est celle-ci, qui s'appelle DH, je ne sais pas si vous la connaissez. Nous allons découvrir des tweets, celui de Mehdi Mebarki, qui travaille à la cellule Internet de l'Élysée, qui a posté une photo de Franck Guéry lors d'une récente conférence de presse en Espagne, à la veille de recevoir encore un prix pour ses travaux. À la question « Que répondez-vous à ceux qui vous accusent de faire de l'architecture spectacle ?» Il a répondu « Voici ». Le tweet suivant est un tweet de Pierre, admiratif du travail de Franck Guéry, un immense architecte à découvrir à Beaubourg avant d'aller à la fondation, c'est l'exposition à Beaubourg, hein, avant d'aller à la fondation Louis Vuitton. On termine avec un tweet de Théma.architecture, un site qui s'intéresse à l'architecture, avec ce croquis d'enfants et ce conseil: ne jetez pas les gribouillages de vos enfants, ils en feront peut-être de grands architectes. Et puis vous déposez bien évidemment sur le site de TV5 Monde les commentaires que vous souhaitez. Nous allons essayer de nous améliorer et vous pouvez tweeter autant que vous le souhaitez. Un coup de cœur, mon cher Jacques Lang. Est-ce que vous en avez un qui vous vient à l'esprit tout d'un coup en ce samedi sombre? Bon alors attendez, on va commencer par quelqu'un d'autre. D'accord. Michel, concentrez-vous, hein, car vous ne m'échapperez pas. Puisqu'on parlait d'architecture, eh bien, je vous encourage à aller sur le site du nouveau musée d'ethnographie de Genève, qui s'est ouvert il y a une dizaine de jours maintenant. Il avait été fermé pendant 4 ans pour travaux. Il est en plein centre de la ville, alors qu'on parlait d'urbanisme et de la nécessité de réussir à inclure un objet important dans une zone urbaine. C'est le cas de ce musée. Il y a une partie qui est apparente, qui ressemble un tout petit peu à une sorte de temple comme ça. Et puis toute la partie des expositions a dû être enterrée. Il y a une salle de 2000 mètres carrés d'un seul tenant, qui est en sous-sol, dans laquelle se trouvent les différentes expositions. Et vous pouvez le trouver en tapant MEG pour le MEG, Musée d'ethnographie de Genève, dans n'importe quel moteur de recherche, parce que l'adresse exacte du site lui-même est un peu compliquée. Il faut aller sur la ville de Genève, c'est un petit peu compliqué à le trouver. Donc tapez MEG dans moteur de recherche, allez voir cela, d'autant plus qu'il n'y a pas simplement le bâtiment à voir, mais toute la collection permanente est disponible sur Internet avec les objets qui sont expliqués. Enfin bref, c'est un voyage passionnant. J'irai. Je vous le conseille. Alors, 2 coups de cœur. Le pavillon de l'Arsenal, si vous êtes passionné d'architecture, c'est à Paris. On va certainement moins visiter le pavillon de l'Arsenal pour découvrir l'architecture que le musée Picasso, mais je vous invite à y aller. Il y a une grande exposition sur Paris. Et du cinéma, on évoquait tout à l'heure le succès des comédies populaires. Moi, je vous invite à aller voir Qui vive de Marianne Tardieu, un premier film qui nous emmène dans une banlieue bretonne. Et voilà, là, moi, je trouve que c'est du vrai cinéma qui nous fait découvrir des vrais gens. Et ça à Rennes, à Brest, à Lorient. Du côté de Brest, c'est pas vraiment situé, mais c'est vraiment le côté immigration, le fait d'être, parce que le rôle principal est tenu par Reda Kateb, qu'on a découvert dans Un prophète. On en parle beaucoup de Reda Kateb, et donc il incarne un de ces jeunes issus de l'immigration où c'est compliqué. Il y a le regard qu'on porte sur vous, il est vigile. Enfin bref, c'est vraiment un excellent film. Bon, il ne fera pas autant d'entrées, mais il faut aller le voir. Donc c'est Qui vive. Mathieu. Je vous parlais du parc olympique de Montréal. Vous avez eu un cadeau. Hein. C'est magnifique. Ouais. Ça va être pesant, par exemple. Ça va être pesant.
Ouais. Je peux vous aider si jamais. Hein. Non, c'est ça. Non, mais pas pur altruisme. Je vais payer mon supplément pour les bagages. Je vous parlais du Parc olympique de Montréal qui a été un peu une plaie ouverte parce que c'était dans un quartier ouvrier et tout ça. Et le stade olympique s'y est installé pour les Jeux olympiques de 76. Et là, on a construit, en fait, il y a un très beau planétarium qui vient d'être construit parce qu'on tente de réhabiliter tout cet espace-là parce que c'était très aride, il y avait beaucoup de béton. Et donc, le nouveau planétarium de Montréal vient d'être inauguré. Ça fait 1 an à peine. C'est un collectif, Cardin, Ramirez, Julien, à qui l'on doit ça. On n'est plus dans l'architecture monumentale, on est dans quelque chose de très organique qui se moule dans le paysage. C'est à la fois un beau voyage pour aller découvrir les étoiles, mais c'est aussi une belle manière de découvrir l'architecture contemporaine québécoise. Si vous passez par Montréal, c'est tout juste à côté du stade olympique. Voilà, et pour que le suspense soit entier sur le coup de cœur qu'a choisi Jacques Lang, je voudrais donner le mien. C'est Josiane Savigno, donc, qui a dirigé Le Monde des livres, qui fait donc un livre qui s'appelle Avec Philippe Roth, publié aux éditions Gallimard. Alors vous savez que Philippe Roth est ce grand écrivain américain qui a 80 ans aujourd'hui, qui a arrêté d'écrire et qui succède à la génération des Updike, Norman Mailer, William Styron, etc., etc. Il n'a jamais eu le prix Nobel, Philippe Roth, alors que beaucoup de gens le regrettent. Et alors, ce qui est intéressant dans la conversation de cette journaliste que vous connaissez probablement, Jacques Lang, avec l'auteur d'Opération Shylock, de La Tâche, de Grand Roman, c'est que comme tous les artistes importants, il ne peut pas blairer les journalistes. Et donc la première fois qu'elle y va, ça va durer pendant 20 ans, elle lui pose des questions. Et lui, il est avec un trombone comme ça. Et pendant que l'interview se dure pour Le Monde, il lui jette des trombones, ce qui est quand même le sommet d'une certaine forme de mépris. Et le récit de tout ça vous permet de découvrir toute la littérature qu'aime effectivement Philippe Roth, avec des mots, il faut bien le dire, bien que nous aimions la télévision, extrêmement durs, contre la télévision qui dévoie la culture, contre Internet. Ce n'est pas des réflexions de vieil homme. Au soir de sa vie, c'est très argumenté et c'est tout simplement passionnant. C'est aux éditions Gallimard. Le suspense est intense. Non, pas de suspense. Non, tout à l'heure, vous avez évoqué ce projet, puisque vous parlez d'architecture, je crois, à cet instant. Il y a un projet dont je veux dire le plus grand bien et qu'on tente d'ébrécher parfois en ce moment, c'est le projet de Jean Nouvel de la Philharmonie à la Villette. La Villette qui a été conçue comme un parc pluridisciplinaire, enfin conçu à l'époque de Mitterrand, musique, théâtre, exposition, sciences, avec la Cité des Sciences. Et la Philharmonie sera une construction de toute beauté. Et par ailleurs, Laurent Bell, son directeur, prépare une programmation, plutôt a déjà établi une programmation passionnante qui s'ouvre aux plus grands orchestres du monde et en même temps va encourager les jeunes formations, l'éducation artistique dans les écoles. Je pense que ce sera un des hauts lieux originaux et nouveaux et modernes de la musique en France et en Europe. Merci beaucoup. Merci. Et on rappellera bien évidemment que nous sommes à Lima et qu'il y a une exposition donc, sur le Maroc contemporain avec de très nombreux artistes dans le bâtiment où nous sommes et dans les étages qui sont juste au-dessous de nous. Voilà, j'espère que vous avez passé évidemment une heure absolument agréable en notre compagnie, la compagnie de nos amis qui sont là et qui choisissent toutes les semaines les meilleurs sujets pour vous informer, vous détendre et passer donc un peu de temps avec vous. Bon week-end, bonne semaine à tous les quatre, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.